téléspectateurs, bonjour et bienvenue bien sûr à notre émission L'Expert en parle. Nous avons cette fois-ci une invitée spéciale. On va toucher la diplomatie, la haute diplomatie. Nous recevons Dr Mélanie Zimmermann, la consul générale des États-Unis à Québec. C'est une femme dynamique qui a à cœur l'humanité. C'est une femme sensible aux problèmes des communautés en particulier et bien sûr à la diplomatie en général. Elle a un parcours diplomatique. Elle a fait les forces spéciales américaines en Afrique. Elle a aussi fait bien sûr le bureau africain à Washington. Elle a aussi été en île Maurice. Et c'est certain qu'aujourd'hui, nous sommes là pour la rencontrer et parler de plusieurs grands points. Nous allons parler de la diplomatie, nous allons sûrement parler aussi des relations bilatérales entre les États-Unis et le Canada. Nous allons parler aussi de l'impact, bien sûr, de cette diplomatie dans la gestion des communautés culturelles ici à Québec. Alors, si vous êtes aussi curieux que moi de découvrir cette femme, restez avec nous juste après cette pause. Bienvenue sur ce plateau. Comme promis, on est bien sûr avec Madame la consul générale des États-Unis à Québec. Et spécialement aujourd'hui, nous allons avoir un bon moment. Nous allons partager non seulement une visite touristique de l'Afrique à travers bien sûr l'histoire de notre invité, mais aussi on va pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne un consulat. Alors, Madame Mélanie Zimmermann, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Écoutez, bonjour à toi, bonjour à ton équipe, bonjour à vous tous. Mais c'est plutôt à moi de vous souhaiter la bienvenue au Consulat général des États-Unis parce que vous êtes en territoire américain actuellement. Alors, merci de nous recevoir au Consulat général et c'est un vrai plaisir et un honneur de vous avoir en face de moi. Écoutez, pour moi, c'est vraiment un plaisir que de te recevoir, puisque je vais quand même te dire tu, et de pouvoir jaser avec toi quelques instants et puis de faire profiter ton public aussi. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, voilà, aujourd'hui, on aimerait comme ça connaître votre parcours. Un parcours très éloquent lorsqu'on regarde tout le trajet que vous avez fait à travers l'Europe, l'Afrique. Et quand on vous dit Mélanie l'Africaine, quel sentiment cela vous fait? Ça fait plaisir, ça me touche. Vous sentez-vous africaine? Écoutez, je suis une maman africaine déjà. Bon. Dans le sens où j'ai un enfant né en Afrique, j'en ai un qui a grandi toute sa vie en Afrique et les 3/4 de ma carrière diplomatique s'est faite en Afrique. Donc oui, j'ai un petit morceau de moi qui est tout à fait africain, même si peut-être ça ne se voit pas de premier abord. Le cœur, je pense, a une grosse partie africaine quand même. En tout cas, je vois à travers votre belle robe noire que vous êtes aussi une noire africaine. alors, maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre passage en Afrique et en Europe, que ce soit dans les deux continents? Écoutez, je pense que l'Afrique, pour moi, la première chose qui m'a vraiment surprise, c'est la chaleur humaine. C'est ce contact humain qu'on a peut-être oublié en Europe et aux États-Unis parce qu'on est souvent pressé. Je vous raconte une anecdote. J'étais au marché de légumes à Lomé. J'étais en poste au Togo. La vendeuse de tomates est là. J'arrive et je lui dis « Bonjour madame, 1 kilo de tomates ». Et elle me regarde. Et puis... je la regarde et elle me regarde et on se regarde comme deux chiens en faïence et je me dis elle n'a pas compris, je répète 1 kilo de tomates s'il vous plaît et puis elle laisse passer un instant ou deux puis finalement elle me dit bonjour madame. Je dis bonjour, comment allez-vous? Ça va, comment va la famille va bien et le village etc. Et j'ai compris qu'en fait avec ma mentalité d'américaine, j'étais venue acheter 1 kilo de tomates, je voulais 1 kilo de tomates et partir et j'avais oublié, c'était pas le cas et qu'il y avait cette interaction humaine qui était nécessaire, le contact qui était culturellement important et que je ne pouvais pas acheter 1 kilo de tomates en 30 secondes et repartir sans demander des nouvelles. Et ça pour moi c'est assez... c'est un exemple assez fort de cette dimension humaine. Alors maintenant, le contraire, après quelques années en Afrique, je crois que j'étais basée au Burkina à cette époque, je suis à Paris, je suis un peu perdue, je vais voir un agent de police et je lui dis bonjour et il me regarde, et je lui dis bonjour, je dis vous allez bien?
Puis tout d'un coup, j'ai réalisé, je suis plus en Afrique. Et de demander à un agent de police. On garde les distances et puis. Mais que j'avais assimilé en fait ce rituel traditionnel qui est vraiment important. Et donc ça, c'est des petites choses comme ça qui m'ont marqué. Et puis je pense aussi la chose peut-être la plus importante pour mon développement personnel a été que pour la première fois de ma vie, j'étais hors de ma culture de naissance, soit européenne, soit américaine. Et ça m'a permis de prendre du recul par rapport à les croyances que j'avais, ce que je pensais être entre guillemets normal ou acquis, et de voir ma propre culture de l'extérieur, de voir l'élection du pape par exemple d'un point de vue africain, et de pouvoir critiquer, appréhender d'une manière très différente des choses qui pour moi me pensaient a priori tout à fait normales, mais de le voir avec un autre œil. Ça m'a permis d'être peut-être plus critique, dans certains cas, d'apprécier autrement ma propre culture. Et ça, c'est un grand, grand cadeau que m'a fait l'Afrique. Donc, on dira en gros que c'est surtout cette chaleur humaine africaine qui vous a le plus marqué, en rapport bien sûr avec une certaine distance européenne. On parle de l'Afrique, on parle de l'Europe, mais n'oublions surtout pas qu'on est au consulat des États-Unis et que on est avec la consul générale. On aimerait bien savoir, en termes de représentation diplomatique pour votre pays, en principe, on connaît beaucoup plus l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Comment est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le processus? Avez-vous choisi? Comment vous êtes arrivé ici à Québec, au Québec? Alors, pour les affectations diplomatiques, c'est un concours, on va dire, mais c'est un concours avec des lettres de motivation, avec plusieurs entretiens. Pour des postes de consul général, il y a un comité spécial à Washington qui regarde toutes les candidatures pour être sûr que la personne est qualifiée, qu'elle a bonne réputation, qu'elle a un background qu'il faut, etc. Et après, celui ou celle qui passe toutes les étapes peut être choisi. Pour moi, Québec, ça pouvait être très très intéressant pour plusieurs raisons. Familiales, parce qu'on se rapprochait de l'Amérique du Nord. Mes enfants voulaient avoir une expérience des dernières années de lycée un peu plus typique nord-américaine. Mes parents sont aux États-Unis, c'est important pour moi de me rapprocher. Bon, la pandémie a fait que ça n'a pas été si évident que ça. Mais pour moi, ce qui était important aussi pour Québec, c'était de pouvoir utiliser le français que j'ai au service des relations bilatérales entre les États-Unis et un autre pays. Et ça a été le point commun avec toutes mes affectations diplomatiques, ça a été la possibilité d'utiliser le français au service des relations bilatérales. J'aurais pu apprendre le thaï, j'aurais pu apprendre le portugais, mais du fait que je parle français comme une native, c'est quand même beaucoup plus facile de cultiver ces relations de confiance, de comprendre les non-dits, de comprendre les nuances culturelles quand on n'est pas en train de traduire dans sa tête. Donc absolument. En fait, Québec, c'était parfait pour ça. Depuis combien de temps vous occupez des postes? Combien de temps avez-vous été en Afrique et depuis combien de temps vous êtes ici à Québec? Alors moi, j'ai commencé ma carrière, on va dire, de diplomate, ça fait presque 20 ans. Ça va faire 20 ans en septembre que je suis diplomate américaine. J'étais stagiaire pour commencer. J'étais employée locale à Paris avant de réussir le concours de diplomate. Et donc, j'ai eu un moment de formation à Washington. Tous les diplomates doivent passer par le Foreign Service Institute. C'est l'école des diplomates américaines. C'est comme un campus universitaire. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce que c'est difficile? Alors de rentrer en tant que diplomate, c'est très difficile. Ils disent que moins de 4% de ceux qui postulent vont réussir à devenir diplomate. Cependant, ce qui est vraiment unique avec le corps diplomatique américain, c'est que à part être citoyen américain et avoir moins de 55 ans, plus de 18 ans, il n'y a aucun critère, par exemple académique. Que vous ayez terminé avec un doctorat ou que vous soyez sorti du lycée juste avec votre high school diploma, vous pouvez postuler si vous passez le concours. Le concours, c'est écrit, oral, il y a tout un processus qui peut prendre un an et demi, mais vous passez par tout ce processus-là. Ensuite, j'ai eu ma première affectation au Cameroun, le Togo, le Burkina Faso. J'étais détachée auprès du ministère de la Défense pour US Africa Command, et c'était Special Operations Command Africa. Donc j'étais conseillère d'un général 2 étoiles qui était chargé de la lutte contre le terrorisme en Afrique, mais surtout l'équipement et la formation des troupes d'élite des différents pays africains qui luttaient contre le terrorisme. Retour à Washington pour travailler avec l'immense Linda Thomas Greenfield, qui était notre directrice Afrique pour le département d'État, actuel ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Ensuite, un petit tour à l'île Maurice.
c'est l'Afrique, ça ressemble pas à l'Afrique subsaharienne, mais c'est l'Afrique. Et puis me voici ici à Québec, dans cette belle province, avec peut-être pas les pieds sur le continent africain, mais le cœur qui y reste un petit peu quand même. Ça se voit que vous avez quand même survolé beaucoup de choses. Vous étiez au cœur de l'action en Afrique. Hein. J'étais surtout des affectations. La lutte contre le terrorisme et tout. Je pense que les décisions, ça se prend pas facilement lorsqu'on est diplomate. Est-ce que vous contribuez lors des discussions pour voir comment gérer ces genres de situations en tant que consul? Quand j'étais auprès du ministère de la Défense américain, oui, puisque j'étais la conseillère diplomatique du général. Donc évidemment, les réunions stratégiques, les décisions stratégiques qui se prennent au sein d'un commandement militaire américain, j'étais pas forcément là pour parler stratégie pure et dure, stratégie militaire. Par contre, j'étais là pour apporter le contexte politique, anthropologique, religieux, géographique de nos partenaires africains. J'étais là pour essayer de construire avec nos partenaires africains des relations de confiance, de m'assurer que de part et d'autre, l'ambassade américaine dans ces pays, nos partenaires africains et le commandement militaire américain comprenaient tous la même chose, allaient tous dans la même direction, étaient tous d'accord. Donc c'était vraiment presque un rôle d'interprète négociateur avec une touche de conseiller culturel, religieux, géographique. C'était absolument fascinant, vraiment fascinant de pouvoir couvrir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina, le Tchad, tout ça, de pouvoir faire appel aux connaissances que j'avais en tant que personne et en tant que contexte géopolitique aussi. Qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui me quoi? Drive. Qu'est-ce qui me drive? C'est quoi vos motivations? De me lever tous les matins me disant que j'ai une opportunité pour changer le monde d'une manière peut-être toute petite. C'est peut-être un sourire en passant, c'est peut-être la main tendue, peut-être que c'est répondre à un email, mais de me dire que le jour où je quitterai cette terre, si je peux la laisser un tout petit peu meilleure que je l'ai trouvée, alors là, je serai contente. C'est peut-être ça mon drive. Ouais, je pense que c'est un bon drive. Et si j'évoquais les femmes dans la diplomatie, je m'attendais à ce sourire. On n'est pas encore assez. Ah ouais? Et c'est bien dommage. Wow. À travers le monde, la diplomatie reste quand même un domaine assez masculin. Historiquement, les femmes étaient impliquées dans la diplomatie, mais en marge de la diplomatie. Prenez l'histoire des rois de France ou des rois d'Angleterre. Quand on mariait sa fille à un prince étranger, c'était de la diplomatie. C'était sceller des accords diplomatiques entre deux nations. Donc on s'est servi des femmes en diplomatie. Le rôle de certaines grandes, que ce soit Catherine the Great, est certain. Maintenant, des femmes impliquées en diplomatie, on a encore du chemin à faire. Au département d'État, ça arrive. De plus en plus de femmes sont recrutées, mais il faut que les femmes réussissent à gravir les échelons et arrivent aux sphères décisionnelles importantes. Et là, on n'y est pas encore. Il faudrait que la diplomatie américaine soit représentative de la société américaine. On fait des efforts, on n'y est pas encore. Et donc, dans certains pays, dans certaines affectations, où il y a très peu de femmes, où on est surpris de voir une femme arriver parfois, il faut savoir jouer d'un petit peu de diplomatie, un petit peu de charme, un petit peu d'humour aussi, parfois pour se faire accepter. Toi, tu es Camerounais. Quand j'étais au Cameroun, j'étais invitée à une cérémonie dans la communauté musulmane. Alors, je ne sais plus si c'était le 5e ou le 7e jour après la naissance d'un garçon pour donner son nom. Et donc, j'y suis allée. J'ai trouvé que ça pourrait être très intéressant. Alors, j'arrive dans cette maison et là, je sens qu'il y a un malaise général. Parce qu'en fait, on m'avait invitée, mais on n'était pas sûr que j'allais venir. Okay. Et donc, j'arrive et on me dit, il y a un problème, c'est que les femmes sont en cuisine et les hommes sont au salon. Okay. Mais moi, je suis diplomate, on ne va pas vraiment me mettre en cuisine. Donc en fait, après un petit conclave rapide, ils ont décidé que pour cette journée, j'étais un homme honoraire. Et donc je pouvais aller au salon à ce titre. Que mon rôle de diplomate américaine était entre guillemets supérieure à ma situation du genre, et donc c'était ok pour que j'aille au salon avec les hommes, parce qu'on n'allait pas demander à la consul américaine à Yaoundé de porter le thé pour les cuisine. Non, mais non. Donc il y a des petites situations comme ça qui sont un peu qui sont marrantes. Il ne faut pas arriver avec ses grands chevaux, il faut savoir, avec une pointe d'humour, aborder ces situations. Puisqu'on est en train de parler des questions de genre, est-ce que vous étiez en train de parler de vous, je rebondis là-dessus. Est-ce que vous avez rencontré vraiment, quelles sont les difficultés que vous avez vraiment eu à traverser quand on regarde cette carrière, cette énorme carrière que vous avez actuellement? Il faut le reconnaître, elle est magnifique.
Quels sont les obstacles que vous avez déjà eu à rencontrer et comment vous les avez traversés? Déjà, ma carrière, elle est ce qu'elle est. J'ai surtout une carrière où je me suis éclatée, où je me suis amusée. Et elle a progressé et j'ai eu des opportunités. J'ai saisi des opportunités, on m'en a attendu d'autres. Donc, c'est une carrière où, surtout, je me suis trouvée bien et où j'ai pu grandir. Maintenant, moi, je vais aller dire, la première fois où j'étais confrontée à une situation qui m'a déplu, c'est le jour où j'ai passé mon concours de diplomate. Donc je vais à Washington, je passe mon concours de diplomate et je l'ai du premier coup. J'étais quand même fière parce que je me suis dit, parfois il faut 2, 3, 4 fois pour passer le grand oral. Le grand oral, c'est une journée complète d'examen. Et si vous ne passez pas le grand oral, c'est fini. Là, le recrutement s'arrête là. Et donc je l'ai du premier coup, j'étais quand même un petit peu fière. Et je rentre à Paris. Et je vais voir un de mes collègues et je lui dis, bah voilà, j'ai eu mon concours. Et lui me regarde et il me dit, tu ne sauras vraiment jamais si tu as eu ton concours parce que tu le méritais ou si tu remplissais un quota féminin pour le département d'État. Et ce jour-là, je me suis dit, mais c'est du n'importe quoi. Je me suis arrêtée en me disant, mais je pense que je l'ai mérité quand même. J'arrive avec un certain bagage académique, avec une certaine expérience, avec une soif de voir la diplomatie américaine avancer. Et puis ce gars-là, qui en fait fait partie de l'establishment, on dit parfois du département d'État qu'il est pale, male and Yale. Donc il est pâle, qu'il est mâle et qu'il est de Yale. Ouais. Et donc de me voir arriver, ben, en fait, ça le menaçait pour une raison ou pour une autre. Et c'était un peu la première fois que j'ai compris, ben, je suis rentrée, mais il y en a qui ne veulent pas franchement que je sois là, ou qui doutent des raisons pour lesquelles je suis rentrée. Et donc, j'ai réalisé que même au sein de ma propre diplomatie, bon, c'était il y a 20 ans quand même, il y avait du chemin à faire. Maintenant, il y a eu d'autres situations à travers ma carrière où effectivement, quand j'étais la chargée d'affaires à l'île Maurice, donc chargée d'affaires, c'est comme un ambassadeur par intérim, on n'avait pas d'ambassadeur, donc on m'a demandé d'assumer le rôle d'ambassadeur. Quand j'arrivais avec un jeune diplomate du genre masculin, on se tournait toujours vers lui en disant « Monsieur l'ambassadeur ». Aujourd'hui, j'ai le titre de docteur, donc je suis docteur Zimmermann, et bien à chaque fois on va regarder un homme, on ne peut pas croire que c'est cette femme en face qui est la diplomate ou qui est le docteur. Donc je rigole, je m'amuse avec ça. Parce que il faut pas trop y vexer, il faut pas être trop vexé. C'est rigolo plus qu'autre chose. Mais il y a des situations comme ça où effectivement, on ne sait pas où vous mettre parce que vous êtes une femme dans un milieu masculin ou vous êtes dans un milieu militaire et puis vous n'êtes pas en treillis en mode de combat ou on pense que le docteur Zimmermann, ça doit être un homme de 60 ans avec une veste en tweed, avec les patchs sur les voilà. C'est à ça à quoi on s'attend. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une pipelette qui parle français qui arrive et qui soit cette personne-là. Qui parle très bien français, il faut le dire. Il faut jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut désarmer quelque part les personnes qui ont des préjugés. Et les préjugés, ils existent dans toutes les cultures, dans toutes les nationalités. Il faut un peu désarmer. Direz-vous que vous êtes une femme qui a un bras de fer dans un gant de velours alors ? Quand on regarde ce que vous êtes en train de dire là. Là, vous êtes en train de me dire que je suis un peu Margaret Thatcher. Non, j'ai jamais dit ça. C'est juste une question comme ça, une petite provocation. Je dirais que je suis quelqu'un qui est bien dans mes baskets et qui a de la personnalité à revendre. Je rebondis là-dessus. Beaucoup de nos téléspectateurs vous voient aller, vous regardent prendre part à la plupart des activités. On va y revenir tout à l'heure à la deuxième partie, mais en quelques mots, si on vous demandait qui est Dr Mélanie Zimmermann, vous direz quoi? Je dirais ma première passion et peut-être ma frustration, c'était effectivement que j'aurais voulu être danseuse classique. Donc, si vous n'étiez pas consul, vous seriez danseuse classique. Et non, c'est que j'étais pas assez bonne pour être danseuse classique et j'étais assez lucide pour le comprendre. Okay, donc j'ai mis de côté la danse et je me suis dit en fait ce qui m'intéresse c'est les relations internationales, c'est la géopolitique, c'est la diplomatie. Et une fois que je me suis mis une idée en tête, en fait c'est très difficile de me faire lâcher. Donc j'ai fait mes études, mon undergraduate degree, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait mon doctorat, j'ai vraiment continué dans cette avenue de me dire je suis intéressée par la géopolitique, par les relations internationales, de quoi est-ce que j'ai besoin comme background d'éducation pour pouvoir avancer dans ce milieu et voilà, je suis arrivée où je suis aujourd'hui. Mais qui suis-je? Je suis une maman et c'est très très important pour moi parce que je suis une maman, je suis une femme, je suis une fille, je suis une patronne, je suis une collègue, je suis beaucoup de choses. Vos passions? Mes passions, la plongée sous-marine, la cuisine, les amis, les soirées, le relationnel. Probablement. Ça ne me surprend pas. Pour terminer cette première partie de notre entrevue, j'aimerais juste que vous me dites
Comment vous conciliez famille, travail? C'est pas toujours facile et je sais qu'il y a un grand débat chez les femmes professionnelles. En anglais, on dit "Can you have it all?" Et il y a un grand débat. Est-ce qu'une femme professionnelle peut être totalement épanouie en tant que femme professionnelle et en tant que mère en même temps? Moi, je dirais pas tout le temps. On ne peut pas toujours avoir tout le temps. Il faut savoir ménager un peu la carrière et la famille. On réussit parfois on échoue, parfois on tombe et on faut se relever et continuer. Par rapport à mes enfants, je pense que le cadeau que je leur fais, et on verra dans quelques années s'ils pensent toujours que c'est un cadeau, mais le cadeau que j'ai essayé de leur faire, c'est de leur faire découvrir le monde, leur faire découvrir des cultures, des pays, de les faire voyager, de les associer à ma carrière. Il fut un temps où une femme professionnelle, on lui disait d'occulter sa fémininité et sa maternité, surtout pas mettre des photos de ses enfants sur son bureau, surtout ne pas parler de ses enfants. Mais non, je pense qu'on a tort. Moi, en tant que diplomate, je suis meilleure diplomate parce que je suis mère. Je suis meilleure mère parce que je suis épanouie dans ma carrière. Et en tant que femme, en tant que mère, j'apporte à une table de négociation des qualités. J'apporte des outils différents que d'autres personnes. Et souvent, quand j'ai des réceptions, mes enfants sont présents s'ils le souhaitent. Parce que je ne fais pas la scission complète entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Il y a un petit peu des deux. Et mes enfants peuvent faire partie de ma vie professionnelle s'ils le souhaitent. C'est leur choix. Mais je ne fais pas un mur entre les deux. C'est tout à votre honneur. Mais on aimerait savoir, dans ces actions en relation, en tant que consul général, c'est quoi votre fonction? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on va commencer un petit peu à l'échelle plus globale du Canada. Donc, on a notre ambassade à Ottawa, notre ambassadeur on n'en a pas actuellement, mais un vient d'être nommé. On a notre ambassade qui s'occupe des relations bilatérales au niveau fédéral, donc Canada, États-Unis. Et parce que le Canada est tellement vaste, il y a un certain nombre de consulats généraux qui sont éparpillés à travers le Canada pour donner, on va dire, une meilleure couverture bilatérale. Donc, moi, je suis à Québec. J'ai ma collègue Anna qui est à Montréal, qui s'occupe de Montréal, la grande banlieue de Montréal, et moi je m'occupe de Québec jusqu'au Nunavik, et je m'occupe également du territoire de Nunavut. Donc j'ai quand même un territoire, une circonscription consulaire qui est assez importante. Le rôle numéro 1 des consuls généraux, le rôle numéro 1 des ambassades à travers le monde, c'est de s'occuper des citoyens américains, de la naissance à la mort et tout ce qu'il y a entre deux. Et certains pensent, c'est les visas. Non, le premier rôle, la raison pour laquelle nous avons des ambassades et des consulats à travers le monde, la raison pour laquelle le Congrès nous finance, c'est pour nous occuper des citoyens américains et des intérêts américains qu'il y a ici. Ensuite, effectivement, c'est de cultiver la relation bilatérale avec la province de Québec, que ce soit le Premier ministre, son cabinet, les membres de l'Assemblée nationale, les acteurs économiques, les acteurs culturels, vraiment toutes les différentes sphères d'intérêt qu'il peut y avoir à Québec pour pouvoir mieux comprendre comment les décisions sont prises à Québec, quels sont les intérêts québécois et américains, à quoi pensent les Québécois qui ne sont pas toujours unifiés derrière une réaction ou derrière une loi ou autre chose, pour pouvoir expliquer ce point de vue non seulement à notre ambassade à Ottawa, mais également à Washington. Parce qu'il arrive que Washington m'appelle directement et me dise « Ah ben tiens Mélanie, on ne comprend pas, est-ce que tu peux nous expliquer ceci ?» Et donc, je dois pouvoir l'expliquer d'une manière aussi objective que possible. Donc, voici la position officielle du gouvernement québécois par rapport à cette loi ou par rapport à cette situation, mais également de la mettre en contexte et de dire j'ai parlé à mes contacts A, B, C et D qui eux sont d'accord ou ne sont pas tout à fait d'accord ou qui ont exprimé un point de vue un petit peu divergent par rapport à ça, et de pouvoir apporter en fait une analyse vraiment globale d'une situation, d'une position qui peut se présenter ici. Parfait. Mais je pense que c'est quand même un rôle assez fascinant. Alors, chers téléspectateurs, voilà, je pense que vous savourez comme moi ce moment, cette discussion avec notre invité du jour, le Dr Mélanie Zimmerman, consul général des États-Unis à Québec. Je vous demande de rester là. Après cette courte pause, nous allons parler bien sûr de la relation entre le consulat général des États-Unis à Québec et les communautés culturelles installées dans la ville. On va parler aussi de la gestion de Covid-19. On va parler bien sûr des relations bilatérales ou des relations multilatérales. On va parler de plusieurs choses avec notre invité. On se revoit après cette courte pause.
De retour sur ce plateau avec Dr Zimmerman, la consul générale des États-Unis ici à Québec. Nous parlons maintenant des problèmes et bien sûr de la vie communautaire. Nous allons donc vous demander, Madame la consul. J'aimerais savoir, juste maintenant, dans quelle mesure est-ce que le consulat des États-Unis s'implique dans les questions sociales ici à Québec? Par exemple, je ferai allusion à l'inclusion des personnes immigrantes d'origine africaine. D'une part, c'est ce que je vous ai expliqué. Mon rôle est de comprendre la société québécoise pour pouvoir mieux l'analyser, pour pouvoir mieux expliquer à Washington quelles sont les différentes opportunités, les problématiques, etc. Donc, pour le faire, c'est pas uniquement en lisant les journaux, c'est d'aller au contact avec la population, premièrement. Deuxièmement, ça me plaît, j'aime bien, donc j'ai tendance à chercher des opportunités aussi, je vais pas vous mentir. Mais vous savez, quand le président Biden a fait sa première visite officielle à un autre chef d'État, elle était virtuelle, c'était en février 2021, le président Biden a rencontré virtuellement le Premier ministre Trudeau. Et ensemble, ils ont établi un roadmap, une feuille de route pour la relation bilatérale entre nos deux pays. Et un des aspects importants de ce roadmap, c'était la diversité, l'inclusion. Et de comprendre qu'une société, qu'elle soit américaine, canadienne, québécoise ou autre, est plus riche, plus forte, plus résiliente quand il y a cette diversité et cette inclusion. Et qu'en fait, c'est une priorité stratégique, national security priority, comme on dit aux États-Unis, de s'assurer qu'il y a cette inclusion à tous les niveaux. Donc à partir du moment où nos chefs d'État sont d'accord pour mettre sur la feuille de route un concept aussi important, aussi clé dans nos sociétés que cette diversité et cette inclusion, qu'elle soit du genre, qu'elle soit des personnes en difficulté physique. Aujourd'hui, on commémore la signature du American with Disabilities Act, que ce soit l'acceptation des populations immigrantes, des différentes religions, des différentes ethnies, etc. C'est important. Donc à partir du moment où ça a été déjà établi comme une priorité entre nos chefs d'État, et ben moi, évidemment, je peux continuer dans cette avenue-là aussi. Est-ce que ça rentre vraiment dans vos prérogatives d'être aussi impliqué, ou bien ça ressort aussi de votre nature personnelle? Je pense qu'il y a les deux, il y a un mélange des deux. Effectivement, si la politique américaine, nationale et internationale, est de mettre un accent sur cette diversité et cette inclusion, ça me donne moi la possibilité, l'ouverture pour pouvoir travailler dans ce domaine. Et comme je vous dis, les questions sociales, d'intégration, d'immigration, de promotion des communautés culturelles, qu'elles soient diaspora africaines, qu'elles soient les communautés autochtones ou d'autres, ça m'intéresse fondamentalement, ça m'intéresse et ça me motive beaucoup. Donc il est vrai que je vais peut-être aller avec plus d'enthousiasme que d'autres vers toutes ces opportunités-là. Peut-être aussi de par votre passif en Afrique. Bien sûr. Tout. Je pense que ça vient aussi influencer ça. Ah ben peut-être que dans les hivers qui peuvent être assez longs et froids à Québec, peut-être que cette recherche de chaleur humaine africaine me mène à aller vers certaines opportunités. Et c'est vrai que quand on m'invite, généralement, si je le peux, j'essaye d'être présente pour montrer que le gouvernement américain est présent, il s'intéresse à tous les aspects de la société québécoise et du Nunavut aussi, puisque je couvre le territoire de Nunavut. Oui, je vais faire peut-être un petit écart à mes habitudes lorsque je reçois des invités. J'aimerais juste savoir, et aussi sûrement certains téléspectateurs, vos prédécesseurs n'avaient pas une telle empreinte. Parce que ça fait un bon moment que je suis là, au Canada, dans la ville, au Québec, à Québec. Et l'empreinte que vous êtes en train de mettre de par vos actions est vraiment un tout petit peu différent. Est-ce que c'est par rapport à la politique de tout un chacun, ou bien c'est vraiment une politique qui a changé, ou c'est chacun qui a sa manière de travailler? Déjà, je ne vais pas en aucun cas critiquer mes prédécesseurs, d'une part parce que je n'ai pas travaillé avec, mais je pense que chaque personne qui occupe ce rôle de consul général des États-Unis à Québec va de toute façon avoir parfois une feuille de route différente par rapport aux différentes administrations, va avoir des intérêts personnels différents qui vont faire qu'on va aller peut-être plus vers un type de, comment on dit, de portefeuille, où on va se donner un petit peu plus, et puis il y a des opportunités qui se présentent qui ne sont pas les mêmes à chaque personne. Donc je pense que chaque personne qui endosse ce rôle de consul général
vient avec sa personnalité, avec son centre d'intérêt, mais plus qu'autre chose, doit appliquer la politique américaine qui est de mise à ce moment-là. Parfois, si on est sur 2 administrations, ça peut changer un petit peu. Puis il y a simplement des opportunités qui se présentent qui ne sont pas forcément là. Moi, pendant 1 an et demi, la pandémie m'a coupé un peu les ailes en termes de ce que j'ai pu faire. La personne qui était là avant n'a pas eu ce souci-là, mais peut-être a été confrontée à d'autres challenges. Donc je pense que c'est vraiment a confluence of different things qui font qu'on a des opportunités où on en a des différentes, quoi. Mais on sait en général, selon ce qu'on constate, qu'il y a une belle continuité entre les États-Unis et le Canada en ce qui concerne les communautés noires. J'aimerais faire allusion aussi ici à la majorité des personnes qui traversent les États-Unis, des immigrants qui traversent les États-Unis pour venir d'une façon parfois irrégulièrement. Je mentionne ici le chemin Roxane. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, ça, je vais vous référer à notre ambassade des États-Unis à Ottawa et surtout au gouvernement fédéral canadien. Moi, je m'occupe des relations provinciales, je m'occupe de la relation bilatérale avec Québec. Je ne vais pas m'aventurer sur un terrain qui est plutôt du niveau fédéral parce que les frontières, c'est fédéral. Et donc, c'est des questions qui peuvent être abordées plutôt avec notre ambassade à Ottawa, avec la mission canadienne à Washington aussi. Super. Là, maintenant, j'aimerais qu'on plonge un tout petit peu dans les activités multiculturelles ici à Québec. Depuis que vous êtes là, est-ce que vous trouvez qu'il y en a assez ou bien qu'on peut encore en faire? Écoutez, le problème, c'est que moi, je n'ai eu que 6 mois à peu près de vie pré-pandémie. Je suis arrivée en août 2019 et donc la pandémie nous a tous freinés à partir de février-mars. Donc, j'ai pas eu un aperçu sur une année complète de ce que peuvent être les activités culturelles habituelles, on va dire, à Québec. Je pense que de toute façon, more is always better, plus c'est toujours mieux, parce que je pense que c'est autour de ces activités culturelles que les gens se rencontrent des mêmes communautés, et c'est important aussi, mais je pense que le plus important, c'est quand des personnes viennent à la rencontre d'une culture, d'une religion, d'une cuisine, d'une musique qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vont découvrir, qu'ils vont apprécier, qu'ils vont savourer. Et peut-être qu'à certains égards, ils vont se dire « Ah ben tiens, nous on mange pas le ndolé, mais chez moi on mange autre chose. » Et c'est le rassemblement de la famille autour de la nourriture qui est important, pas le plat qu'il y a dedans. Ou peut-être un rassemblement familial autour d'un sport, autour d'une activité de chant ou de musique ou autre. Ces rencontres culturelles, pour moi, sont tellement importantes pour apprendre à connaître l'autre et réaliser à quel point l'autre, parfois, peut être similaire à ce qu'on est, nous aussi. Donc, vous en avez aussi organisé beaucoup de rencontres multiculturelles ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Écoutez, on fait pas mal de choses ici, on essaye... Il y en a qui s'en viennent, que vous allez peut-être organiser, qu'on devrait peut-être savoir pour ceux qui regardent. On va peut-être attendre d'avoir les financements de biens établis avant de lancer tout ça. Mais c'est vrai que j'ai voulu que mon mandat ici soit celui de la proximité, de l'authenticité et la proximité. C'est les deux mots que j'ai voulu utiliser. On est ici sur territoire américain, on est ici dans une représentation diplomatique américaine, mais je ne voulais pas que ce soit... quelque chose un peu à l'écart. Je voulais plutôt que nos portes, autant que la sécurité nous le permet, bien évidemment, soient ouvertes à accueillir tout un tas de monde. Alors que ce soit des enfants pour Halloween, que ce soit pour faire des movie nights, et on a fait quelques movie nights, que ce soit des rencontres interculturelles, que ce soit interfaith breakfast, ce genre de choses. Le gouvernement américain peut servir de catalyseur pour certaines rencontres qui n'ont pas forcément lieu à l'extérieur. Peut-être simplement que c'est le fait qu'on lance une invitation et qu'on dise « Venez manger le petit déjeuner, venez prenez un café et des cookies chez nous, on va parler de différents sujets. » Et là, les gens se retournent et disent « Mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » Ou « Tiens, je connais ton nom, mais je t'ai jamais vu. » Et je trouve ça extraordinaire quand le gouvernement américain peut être celui qui rassemble les gens. On l'a fait avec la diplomatie culinaire cette année. On a beaucoup rassemblé les gens autour du thème de la diplomatie culinaire. Soit envoyer des kits de cuisine à différentes personnes pour que
en respectant les normes de distanciation, on puisse quand même avoir un projet commun, ou ramener des différentes personnes pour un masterchef à la québécoise au Grand Marché. Ça, c'était super sympa aussi, on s'est bien éclaté là-dessus. De trouver des manières ludiques un peu différentes, out of the box, peut-être pour une excuse pour rencontrer des gens, pour rassembler des gens, et pour que les gens apprennent à se connaître, puissent discuter sur un territoire neutre que l'on peut, nous, parfois, avoir ici. En contexte, maintenant, on va parler de cette situation pandémique que nous vivons depuis déjà presque 2 ans, un an et demi déjà, et confinement, déconfinement. Comment est-ce que le consulat a vécu cette situation-là? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Écoutez, nous, en fait, on a 2 maîtres, on va dire. On a le gouvernement fédéral américain et les normes de sécurité qui ont été imposées par le gouvernement fédéral américain. Et en même temps, on a les normes provinciales qu'on se doit de respecter aussi. Donc, dès que la pandémie a été déclarée et que le gouvernement du Québec a demandé le télétravail obligatoire, on a mis notre staff en télétravail obligatoire. Donc, comme pour tout le monde, il y a eu une petite période d'ajustement. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, par exemple les entretiens visa ou faire des passeports américains, c'était impossible de le faire à distance. Donc certains services aux citoyens américains ou aux citoyens d'un autre pays ont été suspendus, mais on a mis en application les normes fédérales américaines et les normes provinciales américaines. Et puis au fur et à mesure que la réglementation sanitaire a pu s'alléger un petit peu, on a commencé à refaire venir les équipes petit à petit. Mais on a fait énormément de travail par Zoom, par WebEx, par FaceTime, par un petit peu tout, de façon à continuer. Mais la chose intéressante pour moi, c'est que le travail n'a pas diminué. Je dirais presque au contraire, il s'est accéléré. Parce que tout d'un coup, on n'avait plus à faire, le trajet entre le travail et la maison. On était à la maison, donc on n'était plus disponible. À tort ou à travers, c'est pas forcément une bonne chose, mais on avait accès à des outils de travail qu'on n'avait pas forcément avant, et on a continué à travailler. Maintenant, ce qui a été difficile pour nous, c'est de réinventer la diplomatie à distance. La diplomatie, pour moi, fondamentalement, c'est le contact humain. C'est de pouvoir aller vers quelqu'un, de le regarder ou la regarder droit dans les yeux, et de comprendre les non-dits, de pouvoir transmettre un message, d'écouter. Et ça, c'est très difficile à faire avec Zoom. Et donc, comment est-ce qu'on continue à cultiver ces relations, à parler, à se comprendre quand il y en a un écran entre deux. Et donc, on a dû trouver des manières différentes. Alors, on envoie des textos, on téléphone, on envoie des petits paquets pour Noël. On fait tout ce qu'on peut pour continuer à approfondir les relations qu'on avait débutées. Et surtout, comme une plante, il faut qu'on arrose la diplomatie. Et si on n'arrose pas avec un peu d'oxygène, elle va dépérir. Et je pense que mon équipe a été extraordinaire à ce niveau de trouver ces différentes façons de continuer à cultiver ces relations diplomatiques. Et je pense que nos interlocuteurs, nos contacts s'en souviendront que malgré la pandémie, on a continué à avoir des relations vraiment très intéressantes et très authentiques avec nos contacts. Comment gérez-vous, toujours dans cette dynamique de Covid-19, comment gérez-vous les touristes qui sont impatients? C'est vrai que c'est une ville déserte. Moi qui habite au Vieux-Québec, de voir le Vieux-Québec complètement désert pendant 1 an et demi, c'est désolant. C'est vraiment triste. Et on sent que l'industrie du tourisme, la restauration, tout ce monde économique qui vit du tourisme et notamment du tourisme américain en souffre. Et donc on a hâte de revoir venir les touristes américains. Donc à en croire ce que nous dit Ottawa, à partir du 9 août, les touristes américains complètement vaccinés et avec un PCR négatif pourront revenir à Québec. Donc on sera prêt à les accueillir et je pense que tout Québec sera heureux de voir venir les Américains. Ce sera un petit peu plus difficile de trouver une place de parking, il faudra réserver peut-être sa place au restaurant, mais je pense que ce sera un bol d'air frais pour l'économie de la ville de Québec. Super, super. Alors on s'aligne déjà vers la fin de notre entrevue. Des projets? On a des projets plein les poches. Avec mon équipe, on est toujours en train de réfléchir comment avancer, comment diversifier, comment faire des relations diplomatiques un peu différentes. Et donc, je vous dirais stay tuned
allez sur notre page Facebook et puis vous verrez petit à petit qu'on a des très beaux projets qui vont être lancés en Arctique, à Québec. Certains qui sont classiques, d'autres qui sont peut-être un petit peu plus différents, peut-être loufoques aussi parfois, dynamiques, et qui sont peut-être à l'image de l'équipe qu'on a, c'est-à-dire de chercher un peu l'originalité, surtout après une période de Covid assez difficile. Je pense que la diplomatie classique, il va falloir l'épicer un petit peu, quoi. Bon. Alors voilà, le mot de fin. Le mot de fin, c'est que je suis fière de représenter le gouvernement américain ici dans la ville de Québec. Je suis fière de l'équipe de travail de mon équipe et je suis toujours à la recherche de la proximité avec tous les Québécois, qu'ils soient Québécois depuis 3 générations ou depuis 3 mois. Je suis toujours contente d'aller au-devant, de discuter d'une manière très relaxe, très authentique avec toutes les personnes qui veulent bien me faire confiance, s'ouvrir à moi, me parler de leurs craintes, de leurs attentes, de leurs projets, de leurs rêves. Je suis toujours à l'écoute et je le serai toujours. Alors voilà, chers téléspectateurs, c'est sur ces beaux mots que nous allons sûrement vous donner rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. Vous avez sûrement compris à travers notre entrevue que notre invité d'aujourd'hui, Dr Zimmermann, est une consule très ouverte. Quelles que soient vos questions, vous pouvez les adresser au consulat général. Quels que soient vos problèmes, si bien sûr c'est un rapport avec les États-Unis, Madame la consule est toujours ouverte, je pense bien, pour pouvoir discuter et trouver une solution. Et sur ces mots, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine.